Bienvenue sur Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Aujourd'hui, nous explorons les mystères du cerveau humain avec Yves Agide, l'auteur du livre L'homme cérébral, publié chez Albin Michel. Le cerveau, il nous accompagne partout. Il prend des décisions à notre place. Il construit nos souvenirs, orchestre nos émotions, pilote nos gestes. Et pourtant, nous savons si peu de choses sur lui. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres pensants ? Pourquoi nos émotions prennent-elles parfois le dessus ? Sommes-nous réellement maîtres de toutes nos décisions ou simples spectateurs de nos circuits neuronaux ? Ces questions sont au cœur du livre L'homme cérébral, d'Yves Agide, neurologue et chercheur. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de notre cerveau, cette machine vivante, étonnante et parfois déroutante. Que savons-nous vraiment du cerveau ? Comment influence-t-il notre façon d'être, de penser et d'agir ? Et surtout, que peut-on faire pour en tirer le meilleur ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Je suis Amal Dadol, curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Yves Agide, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais avec plaisir. Alors, vous décrivez dans votre livre le cerveau comme une machine biologique vivante et pensante. Qu'est-ce qui se cache derrière cette idée ? Dans votre livre, vous écrivez que votre cerveau, c'est vous. Oui, c'est fondamental. C'est-à-dire que je suis mon cerveau c'est moi. Alors, il faut l'expliquer. Ça veut dire que le cerveau, en fait, c'est une machine, comme une machine à café, un peu plus compliquée quand même. Mais une machine qui a deux particularités étonnantes. Un, elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle est biologique. Elle bouge, ça bouge tout le temps dans le cerveau. Et deuxièmement, cet organe permet de produire des pensées et des émotions. Alors on peut analyser ces 3 points si vous voulez. C'est une machine comme une machine à café. Si vous prenez une machine à café, vous mettez de l'eau, vous mettez du café, vous branchez, la machine se met en route et vous obtenez votre café. Le cerveau, c'est exactement pareil. Il y a des perceptions, des informations qui viennent de l'environnement par les sens, les 5 sens, essentiellement la vue, je vous vois, ou je vous ai entendu tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai entendu, c'est les 2 sens principaux, mais il y a aussi le tact, l'odorat, le goût. Et ces informations arrivent dans le cerveau, et là, elles se transforment en pensées, en émotions essentiellement, qui sont soit mémorisées, ça donne de la mémoire, soit qui vont servir à prendre des décisions, comme vous l'avez dit, éventuellement fournir du langage. Par exemple, c'est ce que je fais en vous parlant. Mes pensées, avec l'arme du langage, permettent, j'espère, de comprendre ce que je raconte. Et puis la troisième chose, c'est comme la machine à café. Avec ces pensées et émotions, vous allez agir. Et vous agissez, c'est ce que je fais en répondant à votre question, avec mon visage qui bouge, avec ma parole, mon larynx qui permet de fournir des réponses à vos questions. Ça, c'est donc comme une machine. Mais deuxièmement, c'est une machine qui est vivante, biologique. Et biologique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, contrairement à un ordinateur, par exemple, aussi complexe soit-il, qui est fixe, il est servile. Vous mettez une information qui rentre, l'ordinateur travaille, puis quand vous appuyez sur un bouton, ça ressort. Et c'est servile, c'est toujours la même chose. Nous, ça change tout le temps. Par exemple, pour vous donner une idée, on a dans notre cerveau environ 100 milliards de neurones, c'est un chiffre astronomique, de ces petites cellules qui sont spécifiques au cerveau. Et en une seconde, dans votre cerveau, dans le mien aussi, des dizaines, voire des centaines de millions de connexions se font et se défont en une seconde. Autrement dit, votre cerveau, d'une seconde à l'autre, il est différent. Il change tout le temps. Et c'est ça qui est biologique. Nous sommes vivants. Nous ne sommes pas inertes comme un ordinateur, nous sommes vivants. Et cette machine qui est vivante, deuxièmement, elle produit des pensées et des émotions. Et ça, on sait comment ça se passe, je peux rentrer dans le détail, c'est-à-dire que les informations qui sont rentrées vont se transformer en pensées, en émotions. On sait les circuits, on sait comment ça marche. Il reste une énigme, c'est comment la matière, c'est-à-dire les cellules nerveuses, c'est de la matière, comment ça va se transformer exactement en pensée, comment les informations qui arrivent vont donner des informations différentes. Voilà.
Alors, c'est ça le cerveau, et je crois qu'il faut bien le retenir, c'est une machine, et c'est une machine vivante et pensante. Alors, quel est le rôle des cellules gliales? Dans votre livre, vous en parlez, et c'est un rôle en plus qui a été étudié très récemment. On a découvert très récemment. Oui, en fait, ça a pris une ampleur récente. C'est pour ça que j'avais écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelait L'homme glial, après le fameux livre de Jean-Pierre Changeux des années 80, qui s'appelait L'homme neuronal, comme si tout n'était que neurones. C'est un livre fondamental, hein. Et j'avais mis l'homme glial parce que, vous savez, vous avez dans le cerveau à peu près, on dit en gros, 100 milliards de neurones, mais vous avez aussi 100 milliards de cellules gliales. C'est d'autres cellules. C'est les cellules qui ne sont pas les neurones. Qu'est-ce que c'est que des neurones? C'est en fait des cellules qui ont des longs prolongements, qui communiquent les uns avec les autres, un petit peu comme les routes. Vous avez des autoroutes dans le cerveau, des nationales, des routes secondaires, des chemins vicinaux. Tout ça communique de manière extrêmement complexe, qu'on commence vraiment à découvrir depuis peu. Et le rôle des autres cellules était inconnu. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que le nombre de cellules gliales, des cellules non neuronales, si vous préférez, augmente avec l'évolution. Par exemple, chez une limace, vous avez une cellule gliale pour 6 neurones. Chez nous, il y a un peu plus de cellules gliales que le neurone. Et c'est linéaire. Il y a une corrélation parfaite. Avec l'évolution de l'homme. Comme si les cellules gliales jouaient un rôle très important dans l'intelligence de l'homme. Oh. Voilà. Alors maintenant, j'ai écrit ce livre qui s'appelle L'homme cérébral, c'est-à-dire que c'est en fait la somme des neurones et de la glie. C'est de voir le cerveau comme un ensemble, parce que non seulement il y a les cellules nerveuses, mais il y a le tissu qui est entre les cellules nerveuses, dont on commence à comprendre qu'il joue un rôle essentiel dans la communication au sein du cerveau, et aussi les capillaires. Les vaisseaux. Savez-vous qu'il y a environ 600 km de vaisseaux dans votre cerveau? C'est énorme, des capillaires, hein, Wow. comme plus fins que des cheveux. Et ça représente à peu près 5% du cerveau. Donc, si on veut comprendre vraiment, à partir de maintenant, à l'aide de l'informatique, de la biologie cellulaire, si on veut vraiment comprendre comment le cerveau, il faut probablement imaginer le fonctionnement du cerveau comme un tout, et non pas seulement un type de cellule. C'est un peu l'idée. Alors, l'homme est capable de penser sur ses propres pensées, contrairement à la limace, par exemple. Oui, ah bah oui. Ah oui. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui, dans l'évolution, a permis d'atteindre ce niveau de conscience? Alors, là, il faut définir ce qu'on appelle la conscience et le fait d'avoir une conscience et d'être conscient. Bon, j'ai des pensées, c'est ce que j'exprime maintenant, par exemple. Puis je le fais toujours avec un peu d'émotion. Là, en vous parlant, je suis un peu... Et je voudrais vous convaincre, je mets de l'émotion. Donc, ça, c'est le fondement du cerveau de tous les animaux. Au moins à partir du ver de terre, quoi. Le ver de terre, il a pratiquement pas de cerveau. Il a essentiellement des neurones, quelques neurones, c'est tout. Mais à partir des mammifères, dans l'évolution, les mammifères ont tous un cerveau. Et ce cerveau, il a pour fonction donc de produire des pensées, des émotions. Mais mon cerveau qui vous parle, à un moment, je peux me dire, tiens, qu'est-ce que je fais là? Je suis devant cette dame charmante. Je me rends compte que c'est vous, là. Je me rends compte. Vous êtes là, moi je suis là. Les philosophes appellent ça se rapporter à soi-même. J'ai une représentation interne, mentale, de ce que vous êtes là. J'ai conscience que c'est vous. D'accord? Et puis à un moment, je peux me dire, mais dites donc, qu'est-ce que je fais ici, là? Pourquoi je suis dans cette pièce? À ce moment-là, j'ai une pensée sur ma conscience. J'ai une pensée de pensée, si vous voulez. Et c'est ce qu'on appelle la métaconscience, peu importe. C'est ce qui fait que les êtres humains, Homo sapiens sapiens, a une éthique, a de la morale. La plupart des mammifères ont peut-être un peu de morale, mais très très peu. Nous, nous sommes fondamentalement des êtres moraux. C'est-à-dire que, en résumé, vous avez des pensées sur la pensée, et vous avez une conscience d'avoir conscience. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à l'homme, et on explique pourquoi. C'est que dans le cerveau, nous avons la partie antérieure, le tiers antérieur du cerveau, ce qui est devant là, est propre à l'homme. Et c'est là que sont traitées les informations qui donnent de la conscience. Et a fortiori, d'avoir conscience qu'on a conscience, c'est probablement tout à fait en avant. Et les autres animaux ont cette partie qu'on appelle le cortex frontal, peu importe, mais tout petit. Chez les primates, c'est très réduit. Chez des rongeurs, par exemple, c'est encore plus réduit. Vous voyez, tout petit. Chez les petits mammifères, c'est tout petit.
Tandis que nous, c'est fondamental. C'est là, c'est ce qui nous permet d'avoir de la conscience et d'avoir conscience qu'on est conscient. D'ailleurs, la douleur, elle se produit au niveau du cerveau. Ah oui, bien sûr. Pas des membres et du corps humain. Ça, c'est génial, la manière, en plus, dont vous l'expliquez dans votre livre. Oui, c'est vrai, c'est fondamental. C'est pour ça que je dis que je suis mon cerveau c'est moi, mon identité, c'est moi. Pourquoi ? C'est-à-dire que quand je me brûle, par exemple, je mets la main sur une plaque chauffante, je retire la main. Ça, c'est réflexe, hein. Ça passe par la moelle épinière et je retire instantanément, en moins d'un dixième de seconde, pouf, ça va tout de suite. Par contre, je vais ressentir la douleur. Et la douleur, elle est ressentie dans mon cerveau, dans des endroits qu'on connaît bien. Je ne veux pas décrire tout ça, ça n'a pas d'intérêt. On connaît les circuits de la douleur. Et le problème, c'est simplement ceci. Ça veut dire que mon cerveau pense et a des émotions, mais le corps ne pense pas. Rien dans le corps ne pense. Par contre, le corps ressent et agit. Autrement dit, le cerveau, c'est lui qui ressent la douleur, c'est lui qui pense, c'est lui qui a des émotions, c'est lui qui décide, c'est lui qui a de la mémoire, qui a du langage, qui ressent les choses, notamment la douleur, mais il ne peut pas le faire sans le corps. Le corps apporte les informations par les nerfs et agit par les nerfs, pas les mêmes nerfs d'ailleurs. Mais sans ça, tout ce qui est le ressenti chez Homo sapiens, chez nous, et tout ce qui est ces grandes fonctions mentales que je viens d'évoquer, eh bien c'est dans le cerveau. Le cerveau pense, pas le corps. Mais le cerveau ne pense pas sans le corps. Sans ça, il ne serait pas alimenté, il n'aurait rien à moudre. Comment s'est passée l'évolution du cerveau au fil de l'évolution de l'homme ? Quelles sont les grandes étapes qu'a rencontré l'évolution cérébrale de l'homme entre sapiens et les autres animaux. Et les autres animaux ? Eh bien, écoutez, pour vous donner un exemple, par exemple, dans notre institut de recherche, l'Institut du cerveau à la Salpêtrière, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur un petit ver qu'on appelle Caenorhabditis elegans, peu importe, un tout petit ver, comme un ver de terre, mais beaucoup plus petit. Et dans ce ver, il y a 1000 cellules. Et il y a 300 neurones. 300 neurones pour 1000 cellules. D'accord ? Mais chez nous, on a 100 milliards de neurones. Vous voyez la différence, on passe de 300 à 100 milliards. Autrement dit, le développement des fonctions mentales, disons de l'intelligence, encore une fois des pensées, des émotions, dépend du nombre de cellules nerveuses que nous avons dans notre cerveau et surtout de leur connexion. Ça, c'est important à savoir, c'est-à-dire que ce n'est pas le poids du cerveau qui est responsable de l'intelligence. Par exemple, j'ai le plaisir de vous annoncer que mon cerveau pèse 50 grammes de plus en moyenne que le vôtre. Oui. Il y a 50 grammes de différence. Mon cerveau, il pèse 1350 grammes en moyenne, vous 1300 en moyenne. Hein, très variable. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est proportionnel à la taille. Les femmes sont généralement un petit peu plus petites. Donc ça n'a rien à voir. Par contre, le nombre de connexions entre toutes ces cellules, ça c'est capital. Par exemple, il faut comprendre qu'un neurone a des centaines de milliers de connexions avec ses voisins. Je vous donne un exemple. Dans 1 millimètre cube de tissu, si vous prenez un cube de 1 millimètre, c'est tout petit, hein, vous avez en moyenne 50 000 neurones et un demi-milliard de connexions nerveuses. Donc c'est un peu plus compliqué qu'un ordinateur. Et quelle est la différence entre un cerveau mature, on va dire de 25 ans, et un cerveau d'un bébé ? Ça aussi, vous en parlez dans votre livre, c'est assez édifiant. Oui. Mais quand un bébé, rappelez-vous, quand vous avez eu des enfants, le nouveau-né, il a un cerveau qui pèse en gros 300 grammes. C'est déjà pas mal, hein, après 9 mois de grossesse. Et à l'âge adulte, il va peser, je vous l'ai dit, 1 kilo, enfin, un peu moins de 3 livres, disons même. Donc, pendant tout ce temps, entre la naissance et, disons, l'âge adulte, le cerveau se développe avec une vitesse absolument extraordinaire. À l'âge de 1 an, on dit qu'il produit 250 000 neurones par minute. Nouveaux neurones. Mais il en perd aussi. Il en perd, oui, vous avez raison. Bravo. J'ai lu votre livre. Ouais. D'accord, il en perd. Pourquoi ? Parce que les neurones naissent, ils sont produits au cours du développement, mais ils vont chercher leur cible. Chaque neurone va chercher la cible sur le neurone suivant. Il y a plein de neurones. Et l'organisation génétique de la mise en œuvre du cerveau se fait que chaque neurone va chercher sa cible. Elle est unique.
Et alors, il peut aller la trouver, à ce moment-là, paf, il se branche et ça crée une connexion avec le neurone suivant. Mais éventuellement, il va un tout petit peu à côté. Et à ce moment-là, il va à côté, mais il n'y a pas de cible. Il n'y a pas de cible, c'est pas le bon neurone, c'est pas là qu'il faut aller. À ce moment-là, il meurt, il disparaît. Et en gros, au cours du développement, la moitié des neurones disparaissent. Mais enfin, vous voyez, votre cerveau, maintenant, c'est une machine énorme avec près de 200 milliards de cellules. C'est inimaginable, hein. C'est en petit, comme je le dis, ce que l'univers est en grand, tellement c'est extraordinaire. Alors, comment se fait la connexion? C'est à partir de quoi? Quel geste, le mouvement, quelque chose de particulier? Comment ça se... Par exemple, quand je prends mon pouce, je fais ça, là, hein, pour vous dire, c'est chouette, Ouais, là, ça marche lever bien. le pouce vers Je le me haut. suis juste levé le pouce. À ce moment-là, l'ordre de lever le pouce passe par toute une série de circuits, de neurones, qui sont mis tout bout à bout, et chaque neurone communique avec les suivants par un petit interstice qui est tout petit, ça fait 200 angstroms en moyenne, c'est tout petit, et la transmission entre un neurone et un autre se fait par la sécrétion d'une substance chimique. Par exemple, l'acétylcholine ou la dopamine, peu importe. Et donc, c'est ainsi que la transmission des informations dans notre cerveau est à la fois électrique, parce que c'est des courants électriques qui courent le long des neurones, et chimique, parce que le passage de l'information d'un neurone à l'autre s'effectue par la sécrétion d'une substance chimique. D'accord. Donc, c'est quoi? C'est les neurotransmetteurs? C'est ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Ce sont des composés chimiques élémentaires, hein, tout petits, mais très spécifiques, qui permettent de passer l'information d'un neurone à un autre. Il y a beaucoup de neurotransmetteurs, avec des circuits qui sont caractérisés par ces neurotransmetteurs. Alors, comment sont activés ces neurotransmetteurs? Juste pour mettre ça en perspective pour nos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent. Comme je vous le dis, à ce moment-là, quand je fais ça, le pouce vers le haut, part de là, il y a un neurone qui va arriver là avec plusieurs relais, et puis ça va arriver au nerf qui va me permettre de faire ça. Quand vous dites là, c'est le cerveau droit? C'est le cerveau gauche pour mon pouce droit, oui. Ça cerveau serait gauche. l'inverse pour le pouce gauche. Ok, d'accord, voilà. Donc oui, parce qu'il y a ces fameux aussi... Ça croise. Oui, et puis il y a ces mythes aussi sur le fameux hémisphère droit, hémisphère gauche, dont il faudrait qu'on parle aussi. Oui, si vous voulez, je pense que c'est un peu un mythe. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité de chaque hémisphère cérébral, c'est vrai. Par exemple, on peut le dire pour résumer en une phrase, l'hémisphère gauche chez un droitier, par exemple, moi je suis droitier, l'hémisphère gauche ici, il est plus intellectuel. Il s'occupe plus du langage. Par exemple, mon langage chez un droitier, et l'organisation du langage s'effectue dans cette partie gauche du cerveau, ici, là, derrière l'oreille. L'hémisphère droit, il joue un rôle plus important dans la prise en conscience de l'environnement et dans la créativité. Voilà, pour résumer. Alors, les changements sociétaux et technologiques influencent-ils la manière dont notre cerveau fonctionne et s'adapte? J'entends par exemple la révolution des téléphones portables, du numérique. Évidemment, parce que comme je vous l'ai dit, le cerveau est vivant, biologique, modulable, adaptable, mais aussi influençable. Il bouge en permanence, comme je le disais, ce qui nous a permis d'apprendre à marcher, d'apprendre à attraper un verre, d'apprendre à parler, d'apprendre à mettre en mémoire des connaissances quand on va à l'école ou dans le milieu familial. J'apprends. Vous avez appris beaucoup de choses vous-même, ce qui fait que vous êtes maintenant ce que vous êtes. Mais en même temps, et surtout chez les enfants, le moment où le cerveau se crée, il est très influençable. C'est pour ça que les enfants apprennent beaucoup plus facilement que nous. On dit qu'à l'âge de 2 ans, un enfant apprend 25 mots par jour. Vous imaginez? Bon, seulement, en même temps, il est influençable. Par conséquent, si vous donnez de mauvaises habitudes, si vous donnez des mauvaises informations à un gosse, eh ben, il va mal se comporter après. Si vous avez un gosse qui a subi des sévices, si vous avez eu un gosse qui a vécu dans la misère, affamé, comme on voit dans les pays en voie de développement, si vous avez un gosse qui reste plusieurs heures sur sa tablette à ne regarder que des bêtises, qui défilent, c'est un vrai problème. C'est devenu, dans les pays occidentaux, enfin dans le monde entier, un vrai problème psychiatrique. C'est-à-dire que beaucoup de gosses, on dit que les enfants passent environ 6 heures par jour sur leur tablette. Vous vous rendez compte ce que c'est?
En même temps, ils font rien, ils lisent pas, ils n'ont pas d'interaction avec le monde extérieur. Ils sont désarmés quand ils arrivent dans la vie. Même si, évidemment, Internet et tout ça, c'est quand même très important. Le téléphone portable, on vit avec. Mais il faut faire attention. J'ai rencontré des enfants qui passent 10 heures, 12 heures, 16 heures par jour, qui passent leur nuit à regarder des jeux vidéo sans pouvoir s'arrêter, comme une addiction. C'est une véritable addiction. Et je peux vous le dire, les services de psychiatrie, de ce qu'on appelle de pédopsychiatrie, la psychiatrie des enfants, il y a des salles entières qui sont pleines de gosses qui sont devenus addicts aux jeux vidéo. Et ça, c'est quand même important. On ne sait pas comment s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'au début, le cerveau est malléable, il peut bouger, il peut réapprendre ce qu'il a mal appris, etc. Heureusement, c'est ça l'éducation, c'est ça l'école. Mais en même temps, il peut, s'il fait trop de jeux vidéo, les circuits cérébraux se cristallisent à un moment, ce qui fait que d'ailleurs, quand vous avez appris quelque chose, vous le savez, mais à force de jouer aux jeux vidéo, eh bien, ils sont pris par le jeu vidéo, les circuits cérébraux sont cristallisés et ils ne peuvent pas s'en sortir. On ne peut plus défaire les circuits qui sont cristallisés. Et ça se cristallise à quel moment de la croissance? Surtout, moi, dans la vie courante, c'est essentiellement chez les enfants avant l'âge de raison, c'est-à-dire 6 ans, 5-6 ans. Mais à mon avis, logiquement, puisque le cerveau se développe énormément à toute vitesse à l'âge 0, jusqu'à l'âge 1 an, 2 ans, 3 ans, et de moins en moins. À l'âge adulte, finalement, le cerveau est beaucoup moins malléable. Eh bien, c'est surtout dans les premières années que c'est important, peut-être beaucoup plus tôt qu'on ne pense d'ailleurs. Et bon, c'est un sujet d'éthique sociétale important. Il y a beaucoup de gens qui proposent d'interdire l'utilisation des tablettes chez les enfants avant 14 ans. C'est de dire que c'est à ce point-là. Où est-ce qu'il faut signer? Parce que moi, je signe. Oui, c'est-à-dire, sans peut-être aller jusque-là, ça veut dire qu'il faut certainement interdire les tablettes de jeux vidéo et autres iPhones sur lesquels ils voient défiler des bêtises à l'école, au lycée. Et il faut que les familles, certainement, pour permettre un bon développement de l'enfant, soient très vigilants avec leurs enfants de façon qu'ils utilisent ces tablettes pendant des périodes déterminées, autorisées. Sans ça, on finit par avoir, je vous le dis, des enfants désinsérés, et éventuellement, pour chez certains enfants qui ont une prédiction à cela, éventuellement aboutir à un vrai problème psychiatrique. Quand vous dites que ça se cristallise à 6 ans? Non, c'est pas 6 ans, c'est un gradient. D'accord. Ça se cristallise de plus en plus. Oui. Quand un enfant apprend un mot à l'âge de 2 ans, papa, maman, bon, il le saura toute sa vie. Ça veut dire que le circuit qui permet de dire papa et maman, il est là, il est fixe. Oui, vous pourrez lui dire non, c'est pas papa et maman, si il sait que c'est papa et maman, et le circuit est fixé, comme les ouvriers qui mettent en place les fils électriques dans une ville. Mais il a toujours quand même cette possibilité, le cerveau, à la différence d'une machine, de se bouger, de s'adapter. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Encore une fois, d'apprendre, de corriger, de s'améliorer par essai et par erreur. Mais attention, en même temps, chez les enfants sont très influençables, et par conséquent, il faut que les parents soient vigilants. Comment fonctionne le cerveau à l'adolescence, alors qu'il est chahuté hormonalement? Comment ça se passe? Ça continue, il y a un moment un petit peu difficile, c'est-à-dire au moment où apparaissent les caractères sexuels secondaires. C'est ce qui différencie un homme et une femme, de fond. Vous êtes différente de moi parce que nos configurations sexuelles sont différentes. Vous avez des ovaires, moi j'ai des testicules, etc. Ça, c'est un moment très important parce qu'on se différencie sur le plan sexuel. Ça s'accompagne d'une modification du corps, ça s'accompagne aussi d'une modification du cerveau. C'est-à-dire que certains circuits chez la femme prennent une certaine configuration, pas très différente de l'homme, pas très différente, mais effectivement, vous voyez bien que la personnalité féminine, entre guillemets, parce qu'avec les histoires de genre, moi j'aime pas beaucoup dire comme ça, il y a quand même des personnalités qui sont plus vulnérables, plus sensibles, et il y a des gens qui sont plus autoritaires, etc., ce qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Donc, effectivement, à ce moment-là, il faut être assez vigilant et le cerveau se modifie. Comment il se modifie dans le détail? À ma connaissance, personne ne le sait vraiment.
Parce que vous savez, il faut comprendre que d'analyser le cerveau, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est un peu comme les astronomes qui regardent ce qui se passait près du Big Bang, hein. C'est d'une complexité. Vous savez, des soleils, des étoiles comme ça, et dans notre galaxie, la Voie lactée, il y en a plus de 100 milliards. Vous imaginez ce que c'est? Et des galaxies, dans l'univers, il y en a plus de 100 milliards. C'est infini. On est dans l'infini. Eh bien, le cerveau, en petit, c'est un peu comme l'infini. Mais là, heureusement, la recherche scientifique fait des progrès tellement exceptionnels, surtout au cours des dernières années, que je pense qu'on avance à toute vitesse pour comprendre pourquoi on pense, pourquoi on a des émotions. Mais vous savez, c'est très important pour moi qui suis médecin, c'est évidemment très important, c'est-à-dire qu'on comprend comment fonctionne le cerveau de mieux en mieux, mais on comprend aussi comment il dysfonctionne. C'est surtout ça, pour les maladies du système nerveux, pour les maladies du cerveau, pourquoi on a un Alzheimer, pourquoi on a une maladie de Parkinson, pourquoi on a une épilepsie, une sclérose en plaques, pourquoi on a une schizophrénie, un autisme, des troubles obsessionnels compulsifs, etc. Des dépressions. On commence à avancer. La psychiatrie, c'est plus compliqué parce que c'est plus compliqué. Voilà. Alors, comment s'installent les maladies comme Alzheimer ou Parkinson, par exemple ? Il faut définir ce qu'on appelle une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer, où les gens perdent généralement la mémoire, ou une maladie de Parkinson, où les gens ont des difficultés motrices. La différence entre le normal et ces maladies-là, c'est deux choses. Dans la maladie neurodégénérative, la perte des neurones au grand âge, elle est lente, elle est progressive, mais elle est plus rapide que dans le vieillissement normal. C'est quoi le grand âge ? Généralement, c'est à partir de 60 ans. On dit, mais bon, D'accord. À partir de 60 ans, on commence à avoir les pertes de connexion nerveuse et éventuellement quelques pertes de neurones. La deuxième caractéristique, c'est que c'est des pertes de cellules nerveuses qui sont sélectives. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas tout le cerveau qui dégénère. C'est certains circuits de neurones. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, il va perdre des neurones dans la région qui gère la mémoire, là où on a le péage de la mémoire, qui est juste derrière l'oreille, le cortex temporal. Et là, comme ces cellules jouent un rôle prédominant tellement important dans la genèse de la mémoire, eh bien les gens commencent à perdre la mémoire. Ils le perdent de manière plus forte que dans un vieillissement normal, parce que vous savez, quand on devient très très âgé, quand même, on commence à avoir des petites difficultés de mémoire, comme vous le savez. Mais 60 ans, c'est jeune pour observer une chute oui, des connexions. surtout maintenant, parce que dans le temps, à 60 ans, on était considéré comme vieux, et les gens mouraient à moyenne à 65 ans. Du temps de la guerre, c'était ça. C'est pour ça que la retraite était à 65 ans, parce que la plupart des gens disparaissaient. On meurt de maladie, on ne meurt pas de vieillissement, on meurt de maladie. Là, aujourd'hui, grâce à la médecine préventive, on traite l'hypertension artérielle, on traite le diabète, on traite l'hypercholestérolémie, on incite les gens à ne pas fumer, on évite des cancers, on évite les accidents vasculaires cérébraux, etc. Grâce à ça, les femmes meurent en moyenne à 85 ans et les hommes à 80 ans. Donc, si vous voulez, entre 60 ans et une dame, qui en moyenne, elle va vivre 25 ans en retraite, en gros. Ce qui pose des problèmes, comme vous le savez, de financement aujourd'hui. De financement des retraites. Alors que dans le temps, si vous voulez, comme les gens, ils restaient en retraite pendant 5 ans maximum. Ça, c'est une différence majeure. Et la raison de ça, c'est cette augmentation de l'espérance de vie, elle est due à quoi ? Elle est due simplement au traitement de ces maladies. Traitement curatif, on arrive à traiter un infarctus du myocarde ou un cancer, on guérit la moitié des cancers aujourd'hui, alors que de mon temps, quand j'étais interne, ce n'était pas le cas. Et puis, on a aussi une médecine préventive efficace pour, par exemple, pour éviter les AVC, pour éviter certains cancers, etc. Alors, comment on fait, du coup, pour prévenir cette chute de neurones et de connexions neuronales ? Alors ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire encore. On ne sait absolument pas le faire. On ne sait réduire le vieillissement d'aucune cellule du corps. Aucune. Même un cheveu, on ne sait pas ralentir son vieillissement. Vous avez chance de ne pas avoir de cheveux blancs.
Mais à partir d'un certain âge, tout le monde a quelques cheveux blancs qui apparaissent. Et puis, quand on a 90 ans, pratiquement tous les cheveux sont blancs, généralement. On ne sait pas ralentir le vieillissement d'un cheveu. Donc, dans le cerveau, qui est 1 milliard de fois plus compliqué qu'une chevelure, on ne sait pas encore, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut, c'est renforcer. C'est-à-dire renforcer ce qui est sain. Renforcer la motricité en demandant aux gens de marcher, de faire l'exercice. Renforcer l'intellect en leur demandant de lire les journaux, de s'instruire, d'aller à des conférences, de voir des expositions, de discuter ensemble, de faire une belote, de réfléchir, une partie d'échecs. Et puis, renforcer les émotions aussi, c'est très important. Les interactions sociales pour avoir des émotions, avoir des amis, tomber amoureux, pourquoi pas. Ça, tout ça, c'est important. Donc, il faut que, et ça, c'est un message absolument capital, je le répète, on ne peut pas ralentir le vieillissement du système nerveux, notamment du cerveau, mais on peut compenser en activant la motricité, faire des promenades. Le sport, en ayant une activité intellectuelle et émotionnelle, des interactions sociales. Il faut que les gens ne se coupent pas de la société. Il faut qu'ils soient... Alors, l'État essaie de faire ce qu'il peut, c'est très difficile, surtout le nombre de gens qui sont âgés maintenant par rapport à il y a 50 ans. C'est incroyable. Donc, l'État n'arrive pas tout seul. Donc, il faut instruire les gens pour leur conseiller de faire du sport, d'activer leur intellect et d'avoir des interactions sociales. Ça, c'est absolument capital de le garder. Et les gens ne se rendent pas compte. La plupart des gens, moi, que je vois, enfin, sauf les gens très éduqués, généralement, mais les gens qui sont moins éduqués et qui vivent dans des conditions difficiles, des gens démunis, des gens malheureux, c'est de ceux-là dont moi je m'occupe. Dans les hôpitaux, vous savez, ces personnes-là qu'on voit, et on essaie de s'en occuper du mieux qu'on peut, eh bien, ces gens-là n'ont souvent pas conscience des choses. Ils se fourvoient dans des situations qui sont très difficiles à gérer et où ils ne peuvent pas revenir en arrière. Des gens qui habitent dans la banlieue parisienne, ils vendent leur maison pour s'acheter une petite maison dans la Creuse, à 10 km d'un village. Ils sont contents, ils rénovent la vieille fermette, ils sont tout contents, puis au bout d'1 an, ils commencent à s'ennuyer. Il y en a un qui finit par mourir, la dame, généralement, est une veuve. Il y a 2,5 millions de veuves en France en ce moment. Bon, elle est toute seule, elle s'ennuie à mourir toute seule dans son truc. Éventuellement, elle peut même plus aller dans le village acheter le pain qui est trop loin, vous voyez. Ça, il faut que les gens... Le vieillissement, ça se prévoit. Il faut anticiper. À mon avis, c'est ce que j'ai écrit dans un bouquin qui s'appelle « Je m'amuse à vieillir ». C'était de dire qu'en fait, il faut expliquer, même aux enfants, on devrait commencer à leur expliquer gentiment, mais surtout aux adultes, et au moment de la retraite, leur dire « Anticipez votre retraite, faites attention ». Pour certains, ça se passe très bien. Ils ont parfaitement organisé. Ils ont mis de l'argent de côté, ils font tout ça. Il y a des gens qui sont très habiles. Puis il y en a qui sont complètement dépassés et qui tombent dans une situation déplorable sur le plan sociétal, vraiment. Alors, à partir de quand il faut s'organiser Moi, je vous l'ai dit, je pense qu'il faudrait faire ça, déjà expliquer dans les écoles, au lycée et à l'université surtout, bien sûr, mais dire, attention, vous êtes né, vous ne savez pas pourquoi vous êtes né. C'est comme ça. On est avec un potentiel, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont laids, il y en a des grands, des petits, il y en a qui sont intelligents, il y a des idiots, il y a des gens handicapés, malheureusement. Il y a des gens qui ont plein de chance dans la vie parce qu'ils naissent avec un héritage, par exemple. Et puis, il y a ceux qui n'ont rien. Et là, je pense que dès la petite enfance, il faudrait leur dire que finalement, ils vont mourir. On n'ose pas parler, c'est un tabou, la mort. On n'en parle pas. Et ils vont mourir et il faut leur dire, vous allez essayer d'organiser votre vie. Et pour revenir au cerveau, je vais donner un message important. C'est que bien connaître son cerveau, comme j'essaie de l'expliquer dans ce livre, je crois facile, c'est l'avantage, il est double. Pour justement prévoir la fin de sa vie, c'est de mieux se comprendre soi-même. C'est-à-dire que si vous connaissez un peu les grands principes, pas les détails des réactions chimiques, on s'en fout, mais si vous comprenez un peu les principes de fonctionnement de votre cerveau, vous pouvez probablement mieux vous comporter, vous améliorer, avoir une meilleure maîtrise de vous-même. Je donne l'exemple d'un ouvrier, prenez un fraiseur par exemple.
S'il a un appareil, c'est compliqué d'être fraiseur. S'il appuie sur 2 boutons, il fait ça toute sa vie. Bon, si jamais il y a une panne, qu'est-ce qu'il fait? Il ne comprend pas. S'il veut améliorer son fraisage, s'il comprend un peu le fonctionnement de sa machine, eh bien, il fera mieux. Eh bien, pour le cerveau, c'est pareil. Si on comprend son cerveau. Et la deuxième chose, c'est là, je réponds à votre question sur le vieillissement, pour les étudiants notamment, si vous comprenez un peu les principes de fonctionnement de votre cerveau, vous allez vous organiser en sorte de mettre votre activité personnelle, votre existence entière, en cohérence avec vos capacités cérébrales. Moi, je vois tellement de gens qui sont déçus. Ils se disent « mais c'est dommage, j'aurais dû faire un peu plus d'études, etc. » Ils sont déçus par leur vie. Et puis, je vois le pire, c'est le type qui est prétentieux, qui a des responsabilités, qui ne sait pas assumer. Il n'a pas un cerveau qui lui permet d'assumer. Eh bien, je pense que si on comprend son cerveau, on peut mieux être en cohérence avec ce qu'on veut faire dans la vie. Et il y a une autre chose aussi, c'est que si vous comprenez un peu comment ça fonctionne, ça permet d'éviter, vous savez, toutes les âneries qu'on lit de temps en temps sur certaines formes de recettes, de bien-être, de médecine aberrante. Moi, j'appelle ça des charlataneries, de recettes miraculeuses, etc., qui n'ont aucun sens. Il faut être en cohérence, il faut être raisonnable. La vie, c'est le bon sens. Eh bien, comprendre son cerveau, ça vous permet d'avoir un bon sens pour mieux vous organiser dans la vie, je pense. Alors, on sait aujourd'hui que le cerveau reste actif même quand nous dormons. Quel est son rôle pendant le sommeil? Alors, ça, c'est une chose importante, c'est-à-dire que j'ai dit le cerveau, ça permet de penser, d'accord? Bon, mais en même temps, on sait que votre cerveau, le vôtre tout particulièrement, il fonctionne en continu. Si vous enregistrez les courants électriques, si vous enregistrez l'activité métabolique de toutes ces cellules, ce qu'on sait faire, ça marche en continu, nuit et jour. Autrement dit, puisque le cerveau pense et puisque le cerveau marche en continu, ça veut dire que vous pensez en continu. Mais vous n'en êtes pas conscient. Donc ça, c'est capital. L'essentiel de notre vie est inconsciente. Et petite remarque en parenthèse, c'est que votre cerveau, non seulement il marche en continu, mais il marche en dépensant une énergie qui est 10 fois supérieure à celle de tous vos autres organes. Oui, c'est fou. Ouais. Imaginez que vous êtes en voiture sur une route secondaire, vous roulez à 90 à l'heure, puis d'un coup on vous dit, tiens, non, ben maintenant vous allez faire comme le cerveau, vous allez rouler à 900 km à l'heure. C'est incroyable la puissance de ce cerveau. Et donc, vous êtes dans une situation d'inconscience, votre inconscient marche en permanente, et c'est comme un iceberg. La conscience, c'est ce qui sort de la mer, c'est la partie apparente de l'iceberg, mais en dessous, il y a l'iceberg. Et donc, la nuit, puisqu'il fonctionne nuit et jour, eh bien, vous pensez de manière inconsciente. Et c'est là que vous rêvez. Par période dans la nuit, de temps en temps, vous rêvez, et vous pouvez éventuellement vous rappeler les rêves. Le problème avec la pensée de tous les jours, celle que nous avons en ce moment, par exemple, en échangeant tous les deux, c'est que ce que je dis, ce que vous me dites, est, j'espère, relativement cohérent quand même. Mais la nuit, si vous me racontez le rêve de la nuit dernière et vous me dites « oui, ça s'est passé hier soir », je vais dire « mais ça va pas ». C'est complètement chaotique. On rêve des choses avec des images dans le temps qui n'ont rien à voir. Tout se mélange. Pourquoi ? Parce que votre cerveau fonctionne en permanence, mais le contrôle, la nuit, de ce que vous pensez est affaibli. Cette partie du cerveau, la nuit, c'est le chef d'orchestre, là. Le préfrontal, celui-là. Le préfrontal, oui. Eh bien, ce chef d'orchestre est au repos. Et donc, il ne contrôle plus très bien. Donc, vos pensées, au lieu d'être bien organisées, raisonnables, etc., comme vous le faites dans la journée, parce que vous avez ce contrôle, la nuit, il y a plus de contrôle, ou il y a moins de contrôle, et donc c'est chaotique. Et d'où l'aspect toujours bizarre des rêves. Oui, vous dites dans votre livre, vous comparez le rêve à une mise à jour cérébrale. Ah oui ? J'ai dit ça. Une mise à jour cérébrale. Oui, je peux comprendre. Je l'ai dit vraiment, ça. Bon. La mise à jour cérébrale, ça veut dire que quand vous rêvez, quel est le contenu des rêves ? Eh bien, le contenu des rêves, il est, contrairement à ce qu'on croit, il est essentiellement généré par les émotions.
c'est pas tellement ce qui s'est passé la veille. Et beaucoup de gens spécialistes ont analysé ces rêves chez des milliers de personnes et on se sont aperçus que ce qui s'est passé la veille d'une nuit où on rêve, ça représente seulement 2% des rêves. C'est pas grand-chose. En revanche, les émotions, c'est presque 50%. Donc, c'est là que les émotions prennent le pas. La deuxième chose, pour répondre à votre question, c'est qu'il est maintenant démontré, et ça, les gens le savaient depuis de bon sens, par exemple, les sportifs qui dorment bien avant d'avoir une compétition, eh bien, c'est que le rêve améliore un peu la mémoire. On dit de 20% à peu près. Autrement dit, si vous apprenez quelque chose et que vous essayez de le retenir la veille, je pense à nos enfants ou aux étudiants, ils apprennent quelque chose, une nuit de sommeil, on a pu montrer que si on leur pose des questions après la nuit de sommeil, c'est mieux que s'ils n'avaient pas dormi. Donc c'est vrai que le sommeil favorise la mémoire. Jusqu'à quel point, peut-être pas de manière majeure, mais enfin, vous savez, la question qui se pose vraiment avec le sommeil, c'est à quoi ça sert? On ne sait pas très bien à quoi ça sert. Alors ça sert à améliorer un peu la mémoire. Ça sert à se reposer quand vous êtes fatigué. Bon, vous êtes obligé de dormir. Mais comment ça se passe, on ne sait pas. Un jour, on saura, probablement proche. Et on ne sait pas à quoi sert le sommeil. Pour l'essentiel, hein. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Alors que ça représente, je vous rappelle, le tiers de votre vie. On dort 8 heures en moyenne. On pèse 25 ou 30 ans de sa vie endormi. 25 ou 30 ans endormi. On perd son temps, hein. C'est extraordinaire. Vous insistez beaucoup sur le lien entre les émotions et le cerveau. Oui. Comment ça fonctionne? On connaît, de même qu'on connaît les circuits qui permettent d'avoir des pensées raisonnables, c'est-à-dire, par exemple, de faire une déduction de quelque chose, ou d'induire quelque chose, ou de faire des analogies. Enfin, bref, la logique, ce qu'on appelle la logique, on connaît assez bien les circuits. De même, on connaît les circuits des émotions. Il y a certaines structures sont absolument élémentaires, dans la partie la plus ancienne du cerveau, au-dessus de la moelle épinière, le tronc cérébral, d'autres au milieu du cerveau, et ces circuits sont connus. Et par conséquent, quand vous prenez une décision, par exemple, vous allez déjeuner et vous achetez un sandwich. Il y a un sandwich au jambon, et puis il y a un sandwich au saumon, disons. Bon, logiquement, vous allez décider de prendre un sandwich. Ça va se passer là, ça allume ici, là. Au niveau du frontal. Ça finit par s'allumer là, s'activer là. Mais en même temps, il faut faire le choix. Pourquoi vous allez prendre le jambon plutôt que le saumon? Ça, c'est quelque chose d'émotionnel, c'est votre goût, c'est votre plaisir. Vous anticipez votre plaisir. Eh bien, ça se passe au même endroit, juste à côté. Autrement dit, quand vous allez prendre une décision, c'est la conjonction des informations intellectuelles et les conjonctions émotionnelles qui va vous permettre de faire ce choix. On utilise seulement 10% de notre cerveau, mythe ou réalité? C'est un grand mythe. C'est un grand mythe. Chaque fois qu'on fait quelque chose, même les choses les plus essentielles, les plus élémentaires, on utilise pratiquement tout son cerveau. Vous savez, je ne sais pas qui a lancé cette idée qu'on n'utilisait que 10% de son cerveau. C'est passé comme ça. Souvent des opinions qui sont fondées sur rien du tout. Alors je donne l'exemple dans le bouquin. C'est aussi des exemples que je donne quand je fais des conférences ici et là dans l'entreprise ou dans les hôpitaux ou dans les instituts de recherche, peu importe. Prenez cet exemple. Voilà, je lève le pouce là, hein, et je vous fais ça, toc. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque instant, mon pouce, il s'élève. C'est-à-dire que les informations qui me permettent de lever le pouce sont en même temps contrôlées par les informations du cerveau qui lui disent « Attention, vous allez le faire lentement, vous allez le faire rapidement ». C'est à la fois la sensibilité et l'action motrice qui sont parfaitement coordonnées. Tout ça est déjà compliqué. Mais c'est beaucoup plus important parce que quand je fais ça, j'ai mis le bras en avant, donc ça pèse. Donc j'ai un petit changement dans ma posture, dans le dos, dans les jambes. Autrement dit, la question qui se pose, c'est pourquoi j'ai levé le pouce? J'ai levé le pouce parce que vous me l'avez demandé. Et ça, c'est une activité cognitive importante. Je ne veux pas rentrer dans le détail, je l'explique dans le bouquin, mais en réalité, pratiquement tout votre cerveau est en activité. Pour même un geste aussi simple que de faire « c'est top ».
Alors, l'entraînement cérébral via des jeux améliore l'intelligence. Vérité scientifique ou argument marketing? C'est les deux. Ce qui me gêne dans les éléments marketing, c'est que justement, ce soit uniquement du marketing, comme si on faisait de la publicité pour des casseroles. Et chacun invente sa petite méthode, ses petits machins. Je trouve que, si vous voulez, bon, c'est comme ça. Si ça fait du bien, c'est bien. Mais je pense que plutôt que ça, il faut avoir le bon sens. Et le bon sens, c'est de dire ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du vieillissement, c'est-à-dire qu'il faut avoir une activité motrice, une activité intellectuelle et émotionnelle permanente. Donc il faut que les gens, c'est pour ça que les gens sont bien quand ils sont intégrés dans la société, qu'ils sont actifs, qu'ils prennent des responsabilités, qu'ils vont faire leurs courses, qu'ils vont au spectacle, qu'ils invitent des amis, les enfants jouent au foot, les personnes âgées jouent à la belote au café, etc. C'est ça qui est important. Et ça, c'est le bon sens. Et les gens intelligents, ils ont le bon sens, ils le font. Alors, il y a des gens qui cherchent des recettes qui sont souvent fondées sur des idées reçues, sur à mon avis, des erreurs de pensée, mais voilà. Enfin, si ça fait pas de mal, ça va. Ce qui me gêne, c'est les thérapies qui sont des placebos, qui ne font pas grand-chose, qui font rien même, qui n'ont pas d'action directe sur le cerveau, et pour des maladies qu'on aurait pu soigner. C'est ce qui nous arrive de temps en temps. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, a des douleurs dans le ventre, et puis on lui fait faire des tas de choses, peu importe, des recettes qui sont proposées par des gens qui ne sont pas médecins, par exemple. Et en fait, c'est un cancer évolutif qu'on aurait pu guérir s'il avait vu un médecin. Voilà. Ça arrive de temps en temps. C'est ça qui est gênant. Au fond, les recettes, c'est bien pour les petites choses. Si vous êtes un peu anxieux, si vous êtes un peu déprimé, bon, c'est bien. Mais il faut faire attention. C'est le rôle du médecin généraliste, c'est important. Ça demande une grande expérience et beaucoup d'intelligence parce que c'est les choses les plus invisibles, les plus difficiles à détecter qui sont souvent l'indice d'une maladie grave évolutive qu'on pourrait éventuellement guérir ou soulager. Par exemple, quelles sont les maladies que vous rencontrez, vous, qui auraient pu être prises plus tôt et qui sont négligées, sous-estimées? Par exemple, il y a du retard au diagnostic incroyable pour énormément de pathologies, notamment des cancers, du cancer du sein, parce que les femmes ne se font pas faire des mammographies. Je crois que seulement, j'espère ne pas dire de bêtises, 50% des femmes font régulièrement des mammographies, pour prendre un exemple, ou font des frottis vaginaux à la recherche d'un cancer du col de l'utérus. Bon, c'est un peu ennuyeux de le faire, c'est de la médecine préventive, c'est pas grand-chose. Il y a des bons médecins qui font ça très facilement, des gynécologues, et comme ça, on guérit des cancers du col. Alors que si on attend trop, le cancer, lui, il métastase, et à ce moment-là, c'est trop tard. C'est trop tard avec les souffrances qui s'en suivent et avec la mort. Mais j'ai l'impression que la population française est quand même assez cultivée. Il y a quand même si la prévention est encore insuffisante, je prenais l'exemple du cancer du sein, par exemple, mais pourtant l'État le fait. L'État le fait, mais il faut aussi que les familles le fassent. L'État ne peut pas tout faire. Il faut que les familles prennent conscience, par exemple une dame prenne conscience que quand elle arrive à la quarantaine, il faut faire attention et faire toutes ces mesures préventives qui sont d'ailleurs prises en charge par l'État. Il y a les maladies cardiovasculaires aussi chez les femmes, énormément. Qui tuent plus que le cancer du sein. Oui, bien sûr. Eh bien, si vous voulez, justement, je le disais, maintenant, je vous donne un exemple, le traitement de l'hypertension artérielle, simplement. Avant, les gens, on ne se rend pas compte. L'hypertension artérielle, les gens mouraient d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux. On en voit beaucoup moins depuis qu'on traite l'hypertension artérielle. C'est le même problème avec la vaccination. Quand je pense qu'il y a des gens qui sont contre la vaccination, ils ne se rendent pas compte. On ne voit plus de poliomyélite. On ne voit plus de rougeole qui faisait mourir les nourrissons. Et maintenant qu'il y a des gens qui ne se vaccinent plus, on commence à les voir réapparaître. C'était la même chose pour le Covid. La vaccination du Covid a évité la mort de millions de personnes. On dit une dizaine de millions dans le monde. Voilà. Ceci étant, il faut savoir en même temps que ces mesures médicales, toute mesure d'ailleurs, n'est pas sans inconvénient. Vous pouvez guérir ou soulager en prenant un médicament, mais il faut connaître les effets secondaires. Il faut prendre un risque.
on prend toujours un risque, même en prenant un comprimé d'aspirine quand on a mal à la tête. Il faut savoir que chez certaines personnes, ça peut faire saigner, par exemple. Pourquoi faites-vous ce que vous faites aujourd'hui ? Parce que je l'ai toujours fait, c'est la seule chose que je sache faire. Mais oui, moi je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup travaillé. J'ai toujours voulu faire de la médecine, parce que je trouve que c'est le plus beau des métiers, et puis parce que on rend service, c'est le bien public quand même. On rend service, vraiment. Soulager la souffrance et guérir éventuellement, c'est quand même important pour la société. Et puis, la deuxième chose, c'est que je trouve que le seul organe qui soit vraiment intéressant, c'est celui qui fait penser et qui donne des émotions, c'est-à-dire le cerveau. C'est pour ça que je dis que je suis mon cerveau, et mon cerveau, c'est moi. Eh bien, merci Yves Agide. Mais merci à vous. Chers auditeurs, le cerveau est une machine fascinante. Il nous fait penser, rêver, douter, créer. Il est à la fois notre meilleur allié et notre plus grand mystère. Comprendre son fonctionnement, c'est se donner les moyens de mieux agir, mieux décider, mieux vivre. Alors, au lieu de voir notre cerveau comme une boîte noire impénétrable, considérons-le comme un terrain d'exploration. Une aventure intérieure qui ne fait que commencer. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À vous de jouer et à très bientôt. Voilà, chers auditeurs, vous le savez, l'aventure ne s'arrête jamais ici sur Blumigno. Avant de partir, un petit rappel. Nous sommes un média indépendant et dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Chaque souscription, chaque soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir du contenu authentique, libre et inspirant. Alors il y a plein de façons de nous soutenir, que ce soit en cliquant sur « Rejoindre » si vous êtes sur YouTube ou directement sur le site blumigno.fr. On ne va pas se mentir, le soutien financier est essentiel. Mais bien sûr, si vous ne pouvez pas souscrire, tout, ou plutôt presque tout, reste accessible comme toujours, gratuitement. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre notre cercle privilégié ? Si oui, vous savez où cliquer. On vous attend.